fort en termes de baisse de l'empreinte carbone, c'est dans l'existant. Pour rappel, en 2017, d'après l'Observatoire Climat-Énergie, le secteur a dégagé donc 91 mégatonnes équivalent CO2, donc deuxième secteur après les transports, et ce chiffre dépasse de 22% l'objectif fixé. Donc voilà, il y a du travail. Et donc les logements sociaux, de manière assez naturelle, puisqu'ils ont le souci de valoriser le patrimoine sur le long terme, sont en pointe sur ces thèmes-là. Donc je vais tout d'abord me tourner vers Pierre Frick. Donc vous êtes donc adjoint au directeur à la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'Union sociale pour l'habitat. Les solutions techniques pour atteindre cette massification. Vous parlez ça, on le vise à une échelle 2030 ou 2050 pour une partie, parce que comme vous le savez, c'est le bâtiment, la construction, le secteur qui fait le plus gros effort de baisse de carbone, et ce n'est pas l'industrie qui est déjà bien avancée, ce n'est pas l'agriculture, parce que c'est un choix politique, hein, donc il faut y arriver dans le logement. Nous, on s'inscrit dans les politiques publiques, donc on essaie de faire comme on dit, donc il faut qu'on massifier sur la performance. Il ne faut pas massifier pour ramener du parc en C, il faut massifier pour ramener du parc beaucoup plus bas, en une ou deux étapes. Vous avez la question technologique aussi là, et il faut arriver à le faire moins cher. Donc moi, je ne peux pas, en tant que maître d'ouvrage, rentrer trop loin dans les questions technologiques. Par contre, on a des spécialistes qui sont là pour le faire. Par contre, ce que je pense vraiment, ce que nous pensons, c'est que pour y arriver, il va falloir changer les façons de procéder, et notamment ce système, on étudie, on passe un marché à une entreprise qui s'adresse à un industriel. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure essaye un peu de bousculer ça, mais n'y arrive pas non plus vraiment, continue à devoir faire des appels d'offres. Alors on a parlé de l'exemple de Lyon qui était en recherche, enfin de Villeurbanne plus exactement, qui est en recherche. Il faut qu'on apprenne un petit peu, ou beaucoup, à modifier cette façon d'approcher. Ça fait peur à certains acteurs, ça se comprend, mais si on augmente le marché, tout le monde y trouvera son compte. En tout cas, si on n'augmente pas, si on ne descend pas les prix, et ça, on s'adresse à tout le monde, on est ici, il y a les industriels, il y a les maîtres d'œuvre, si on ne baisse pas les prix, on ne fera pas. On ne fera pas parce qu'il faut garder à l'esprit que c'est pas... Tout à l'heure, Fabien Lassalle l'a rappelé, on fait pour le confort. En fait, il n'y a pas de modèle économique satisfaisant sur le pur approche économique de la baisse de la rénovation énergétique. Le TRI des rénovations énergétiques pour les bailleurs sociaux, il est mauvais. On pourrait un peu mieux réfléchir avec les habitants sur les manières de partager les gains, parce que Fabien Lassalle l'a rappelé, il n'y a pas de gains tous les gains sont pour le locataire. Peut-être qu'on peut partager un peu, mais ça ne mettra pas un modèle économique satisfaisant. On va soit falloir regarder sur 30 ans, et en aucun cas on entraînera le parc privé dans un raisonnement de retour sur investissement à 30 ans. Donc, oui, il faut impérativement baisser les prix de revient. Donc Thierry Leroy, vous êtes président de BDR Therméa France, donc fabricant d'équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Déjà, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit? Et par ailleurs, sur l'aspect solutions techniques, qu'est-ce que vous préconisez pour la massification dans le parc social? Un peu sur la réaction sur ce que dit Pierre là-dessus, il y a deux choses. La première, effectivement, il y a le prix. Il y a le prix qu'on peut avoir en global. Je pense qu'il faut avoir un meilleur travail avec tous aujourd'hui les intervenants de la chaîne. Donc il y a peut-être un peu trop de dichotomie entre chaque intervenant, et on peut être en capacité d'empiler de la complexité, donc d'empiler du coût. On a ensuite derrière le prix versus aussi ce qu'on peut avoir. Donc on a des vraies problématiques sur le marché de la capacité à mettre en œuvre. On avait même dans le retour d'expérience tout à l'heure, il y avait des petites choses sur le slide disant oui, attention, les gens insuffisamment formés sur la mise en œuvre. Donc on a dans notre marché, on le connaît tous assez bien, on sait qu'il y a un vrai travail de fond à faire sur la formation, et cette formation, nous en tant qu'industriels, on s'inscrit dans cet aspect-là pour apporter cette formation, ce qui améliorera peut-être en coût global d'un certain côté, d'avoir véritablement une meilleure mise en œuvre là-dessus. Sur la partie technologique, je pense qu'on a potentiellement un peu une différenciation entre
qu'est-ce qui est centralisé, de qu'est-ce qui est décentralisé en termes de production de chauffage et d'eau chaude. Je pense que ce qui est important dans la partie, par exemple, centralisée, c'est d'être en capacité de se mettre dans des situations où on a une bonne exploitation des solutions, parce qu'on sait qu'il y a le coût de la mise en œuvre, il y a le coût de l'exploitation derrière, et le coût de l'exploitation, si effectivement il est mal fait dans des mauvaises conditions, on peut avoir une explosion de ces coûts d'exploitation qui, au bout du compte, donne un coût global, du coup, tant pour le bailleur que pour le locataire, qui est en capacité d'exploser. Donc là, on est sur des notions liées à la qualité d'eau, on est sur les notions d'entrée d'oxygène dans les réseaux, on est sur des notions de ce type-là, qui, bien maîtrisées, peuvent mettre en œuvre des solutions qui, elles, du coup, sont très intéressantes. La deuxième chose, cette partie centralisée, ce qui est aussi absolument primordial, c'est de ne pas engager l'avenir. On sait que les solutions continuent à se développer, on continue à avoir de l'innovation. Il y a des possibilités d'hybrider, de l'hybridation qu'on peut faire de plus en plus sur des solutions à production centralisée. Et donc, le fait de garder des réseaux, d'avoir des réseaux de boucle à eau chaude nous permet aussi d'engager l'avenir. Sur la partie décentralisée, on est plus d'un certain côté sur des notions où on veut baisser le nombre d'interventions, faciliter l'exploitation, et on sait que rentrer dans le logement chez un locataire, c'est pas le plus simple, c'est coûteux, compliqué, et ça prend du temps, donc tout ça étant lié. Et donc on regarde aussi, je pense, du côté des industriels, à avoir des vraies solutions plus autonomes d'un certain côté. Alors il y a des choses assez simples, des remplissages automatiques sur de l'eau, sur des sécurités de manque d'eau qui peuvent se générer. Ce sont des choses extrêmement classiques en termes d'intervention et qui, mine de rien, nécessitent du coup l'intervention dans le logement et donc toute la complexité. Ou alors la notion, et on parlait d'un pourcentage élevé de gaz dans le social, et donc cette notion d'adaptabilité au futur avec tout le travail qui est fait sur le biogaz et l'augmentation du biogaz, et donc d'avoir des appareils prêts dans le futur sans intervention et donc sans coût pour accepter ces évolutions-là. Vous parliez également de l'importance d'utiliser des systèmes simples à installer, faciles à exploiter, vous en avez un peu parlé. Et ce qui était intéressant, c'est que vous avez l'air de dire que la domotique, on en revient, si j'ose dire, un petit peu. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur ce point ? La domotique apporte de la complexité. Cette complexité, pour que ça fonctionne bien, doit être extrêmement bien maîtrisée. On est dans un environnement qui n'est pas nécessairement facile à maîtriser avec un locataire. C'est pas toujours le même, il peut bouger. Il peut y avoir des interventions, on pourrait dire non désirées, de ce même locataire sur un certain nombre de matériel. Et donc la partie connectée a quand même une certaine complexité de mise en œuvre, une complexité d'utilisation. Et on peut être amené aussi à avoir un locataire qui ne comprend pas comment fonctionne son logement, et ce qui génère généralement plus de dysfonctionnement et pas les gains escomptés. Merci. Dominique Cotineau, donc vous êtes directeur en charge des territoires au sein de l'association Promotelec. Donc même question, si vous souhaitez bien sûr réagir à ce qui a été dit, c'est l'intérêt d'une table ronde. Et par ailleurs, on n'a pas trop encore parlé de carbone. Il serait intéressant, et on parle de plus en plus de rénovation bas carbone, quelles solutions techniques vous privilégiez sur ce plan-là ? Mais disons que sur un plan technique, mais à la fois macroscopique également, c'est effectivement de prendre en compte ce nouvel enjeu, cet enjeu qui arrive, et s'en servir à tout point de vue. Pierre l'évoquait tout à l'heure, l'une des problématiques, c'est effectivement les problématiques économiques et les problématiques de financement. Et l'objectif carbone, l'objectif bas carbone, peut être un levier par rapport à cela, et quelque chose qui soit dynamisant. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cet élément-là, cette prise en compte des émissions de gaz à effet de serre, elle est incontournable. Ce matin, à la première intervention, Emmanuel Accardi de la DHUP finissait son intervention sur la prospective du neuf par rapport au bas carbone en rénovation. Et aujourd'hui, je crois, lorsque l'on aborde la rénovation, et notamment la rénovation en logement social, on ne peut plus accepter qu'une rénovation émette plus de gaz à effet de serre après travaux qu'avant. Vous me disiez que c'était le cas de 25% des opérations qui maintiennent, voire dégradent. C'est même 40%. À 40%. C'est-à-dire que dans des rénovations qui se veulent vertueuses, puisqu'elles ont fait l'objet d'une labellisation entre 2008 et 2015, on a 40% des opérations qui maintenaient ou dégradaient
l'étiquette gaz à effet de serre après travaux. Et ça, ce n'est pas concevable. C'est-à-dire que on doit le prendre en compte. Tout le monde le prend en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que ça vient fréquemment sur le devant de la scène dans les médias. Et c'est une prise en compte du grand public. C'est d'ailleurs la transition écologique et environnementale. On sait qu'elle est d'actualité dans l'esprit des Français. Le logement social, on le sait tous, est malgré tout un opérateur qui est extrêmement vertueux. C'est pas ce qui ressort non plus dans les images grand public. Oui. Donc cet objet du bas carbone, c'est une chance pour effectivement dynamiser la rénovation et se donner des objectifs qui soient des objectifs positifs. Il faut que l'on change de paradigme, d'être dans la contrainte et dans le punitif. Il faut que l'on aille vers un tremplin de positivité au travers de la réduction des émissions de CO2. Oui, c'est le but de la campagne FAIRE dont on parlait tout à l'heure, est effectivement d'insister sur le confort et d'être dans l'incitatif. On parle souvent d'obligation de travaux. Bon, là, après, c'est un peu plus large que le cadre ici, mais ça peut avoir des effets contre-productifs d'être trop... Alors, le punitif peut avoir des effets contre-productifs. Il y a aussi la complexité de ce que l'on peut proposer. Et lorsque l'on parle carbone d'une manière générale sur les bâtiments, on voit que c'est nouveau. L'expérimentation plus c'est moins dans la construction neuve a amené plein de questions, plein d'interrogations auxquelles les réponses arrivent petit à petit. Sur la rénovation, c'est peut-être encore plus délicat. Et par rapport à cela, on a une posture qui consiste à dire il faut effectivement prendre en compte le carbone, mais il ne faut pas que ce soit une source de complexité. Et par rapport à cela, on s'appuie sur des études que l'on a menées à la fois avec le CEREMA en Alsace, avec le cabinet Carbone 4, qui démontrent aujourd'hui que plus de 80% du poids carbone, quand on fait une rénovation, si on fait un ACV sur les produits de construction et d'équipement que l'on met en œuvre, sur une modélisation de type plus C-, si on la projette sur 25 ans, on a plus de 80% des émissions de CO2 après travaux qui portent finalement sur la partie exploitation. Donc ce que l'on dit aujourd'hui, c'est focalisons-nous sur l'exploitation, parce que l'enjeu massif, il est là, parce que c'est certainement plus simple à aborder que de vouloir faire un ACV global sur les produits de construction d'équipement que l'on va mettre en œuvre. Et puis, comme il était dit ce matin au rez-de-chaussée, finalement, tout le poids de la construction, il est absorbé, il est derrière nous, on n'y reviendra pas. Les choix qu'ont fait nos aïeux, on n'y reviendra pas. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de complexifier l'acte de rénovation, il s'agit de le positiver, de prendre en compte les bons enjeux, le bon enjeu et l'enjeu le plus déterminant aujourd'hui, c'est celui du carbone. L'énergie, finalement, elle vient en recul par rapport à cela. Donc effectivement, il faut diminuer les consommations d'énergie, mais il faut prendre en compte cet objectif du carbone et le prendre de façon simple et pragmatique. Thierry Leroy, sur cette question du carbone, est-ce que vous souhaitez... réagir en tant qu'industriel? Oui, sur l'aspect du carbone, j'entends ce que vous dites, Dominique, là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le zéro carbone et je ne m'occupe pas trop de l'énergie. Je pense que cet équilibre, c'est aussi un peu le travail qu'on voit dans le neuf, hein, effectivement, entre plus et moins. On voit la difficulté dans le neuf de trouver des solutions, notamment sur la partie carbone. Je veux dire, si la solution, et c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est des solutions de compensation, notamment pour des notions de label, ça ne rend pas tous les services non plus, la compensation. Donc on doit aussi continuer à travailler sur la partie énergie, sur cette partie liée à la production. Donc il y a le travail sur les enveloppes qui est fait, mais il y a effectivement le travail sur les générateurs et cette partie exploitation, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus, elle est clé. On a déjà aujourd'hui dans les portefeuilles des industriels des solutions qui sont techniquement, technologiquement avancées et peuvent avoir des bonnes solutions. Il faut être en capacité de les exploiter, ce qui n'est pas toujours nécessairement bien fait aujourd'hui. Oui, une première réaction sur le chiffre 40% des rénovations labellisées en parc social. C'était pas nécessairement en parc social, c'était en global. Et labellisé, alors heureusement que la grande majorité des rénovations ne sont pas labellisées, parce que c'est un chiffre qu'il ne faut pas qui circule avec une imprécision, hein, en fait. Hein. C'est bien les labellisés. Alors, ceux qui visent peut-être au travers d'un biais, effectivement, c'est-à-dire de changer de vecteur énergétique pour atteindre une performance sur le papier, qui est une performance énergie primaire, qui fausse le raisonnement, d'accord, mais en fait, si on regarde tout ce qui n'est pas labellisé, on n'est pas du tout dans cette majorité. La plupart des rénovations énergétiques de résidentiels ne changent pas de vecteur énergétique ou passent sur des pompes à chaleur, etc., des éléments
qui complexifie en fait l'approche énergétique. Donc attention à ce chiffre. Hein. Et d'ailleurs, 100% des rénovations labellisées BBCA sont du logement social. Je pense qu'elles baissent la consommation carbone des BBCA. Sur l'autre sujet qui a été abordé, hein, c'est le logement connecté. Alors en fait, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le bâtiment connecté. Enfin, c'est le numérique au service dans les équipements collectifs, dont un service de la performance. Alors, c'est très intéressant d'avoir... Enfin, le numérique, il est là maintenant, il est au rendez-vous, et la performance peut être au rendez-vous. Avec la question, enfin, les deux questions, la question, la compétence des gens à qui on confie les marchés sur la maintenance des équipements, puisqu'il y a, semble-t-il, des enjeux. Enfin, c'est plus les industriels qui nous le disent que l'expérience chez nous. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est un certain nombre d'installations, et nous on en est maintenant convaincus, qui appellent vraiment du commissionnement. C'est-à-dire avoir des spécialistes qui sont en contrat avec le maître d'ouvrage et qui accompagnent l'installation jusqu'à ce qu'elle atteigne sa performance optimale, celle pour laquelle elle est conçue. Voilà ce que, pour l'instant, en réaction, je souhaitais dire. Très bien. Par ailleurs, vous parliez de construire moins cher, enfin faire aussi bien, voire mieux en construisant moins cher. Ça rappelle quand même le slogan de la loi Elan. Et la loi Elan, il faut quand même évoquer ce point, a quand même bien chamboulé le secteur du logement social. Donc j'imagine que, voilà, si on demande aux bailleurs de financer des travaux, il ne faudra peut-être pas couper leurs vivres. Est-ce que vous... C'est pas la loi Elan qui coupe les moyens, des moyens financiers de logement social, c'est la loi de finances. Oui. La loi de finances 2018, la loi de finances 2019, la loi de finances 2020, et après on verra. Donc la loi Elan, elle a essayé plutôt d'aller chercher des solutions pour atténuer ces effets-là. D'accord. Bon, ça c'est précision. Donc derrière ça, effectivement, si on a moins de recettes locatives, on a moins de capacité à investir, que les bailleurs sociaux, quand ils font des résultats, ces résultats se transforment en fonds propres puisqu'ils ne versent pas de dividendes et donc ces fonds propres servent à réinvestir. Donc effectivement, s'il y a moins de moyens, on investira moins. C'est mécanique. Standard & Poor's l'a dit, hein, le secteur n'est pas en danger, mais il investira moins. Donc quand les grandes agences de notation le disent, on pense que tout le monde peut l'entendre, y compris les gens qui sont au gouvernement, qui généralement connaissent bien ces questions. Voilà, bah après le chemin on le suit quand même. Hein. De toute façon, quand l'investissement c'est rénovation et construction, donc les arbitrages se feront suivant les opérateurs, suivant leur gouvernance. Il n'y a pas de règle absolue. En tout cas, c'est sûr que si on fait moins cher, on en fera plus, quelle que soit la contrainte ou la capacité financière. Et Dominique Cottineau, Promotelec propose une sorte de portrait robot de la rénovation bas carbone. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement les grands axes de ce type de rénovation? Mais en fait, sur le label en rénovation responsable, puisque c'est bien ce critère de rénovation responsable qui nous est cher, on a introduit depuis le 2017 le garde-fou qui demande de ne pas dégrader l'étiquette carbone. Et puis, ça va être renforcé dans une version qui va sortir au printemps, où on va pouvoir donner aussi de la visibilité. Puisqu'en fait, on a aussi aujourd'hui le contexte dans lequel on évolue depuis quelques années. Il y a un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on voyait les réglementations arriver et puis elles étaient là à l'instant T et on n'avait pas de projection vers l'avenir. Aujourd'hui, sur le volet du carbone, il y a quand même un outil qui nous donne de la lisibilité, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui s'est fixé l'objectif de la neutralité en 2050, donc ça se traduit par des objectifs pour le bâtiment. Et ce que l'on va mettre en exergue, c'est la possibilité de se projeter sur ces objectifs. Puisqu'effectivement, une rénovation, aujourd'hui, elle embarque le bâtiment pour un certain nombre d'années. Et donc, c'est de pouvoir se situer sur ce volet carbone par rapport aux objectifs qui sont énoncés dans la stratégie nationale bas carbone et savoir à quelle échéance on arrive pour être dans ces objectifs-là qu'il faudra nécessairement atteindre. Et derrière, on se doute bien qu'il y aura aussi des contraintes financières qui arriveront. Donc c'est bien entendu le volet financier qui est déterminant. Mais une nouvelle fois, le monde du logement social est, vu de notre microcosme à tous, de professionnels, un monde qui est performant et qui fait les choses et qui fait en sorte de les faire bien. Il faut aussi qu'on le fasse savoir et qu'on aide le logement social sur ce volet-là. Merci. Thierry Leroy, vous souhaitez rebondir? Je voudrais bien rebondir sur la partie effectivement commissionnement qui de mon point de vue aussi du côté industriel est extrêmement important. Parce que c'est ce qu'on disait, on voit des fois des rénovations qui sont faites
dans des mauvaises conditions, avec des changements de machines, de générateurs, sans nécessairement faire le travail qui doit être fait sur les réseaux. Et puis on se dit, bah tiens, c'est bizarre, ça marche pas, quoi. Donc, ou ça marche mal, voire ça va au bout, ça se met véritablement à casser. Donc cette partie commissionnement, elle est effectivement extrêmement importante, d'être en capacité de mettre les installations dans leurs environnements optimal pour atteindre ce qu'on attend qu'elles atteignent. Et on aura effectivement déjà là des changements assez importants, tant sur la partie carbone que sur la partie énergie, avec une amélioration forte. Très bien. Bien, écoutez, merci. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on a 10 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas, il y a des micros normalement qui circulent. Je ne vois pas très bien avec les lumières. Ah oui, monsieur. Et merci de vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser la question. Bonjour à tous, Michel Zilberti, je suis président d'Apogée. J'ai noté une chose au travers de vos propos, aussi bien ceux d'Energy Sprong avant que les vôtres, c'est finalement la prise de conscience que tout ça c'est complexe. En réalité, les réglementations jusqu'à maintenant avaient tendance à regarder uniquement un aspect du problème. On a regardé uniquement l'énergie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en faisant ça, on a dégradé le carbone. Aujourd'hui, on regarde l'énergie et le carbone. Et grâce à Greenflex, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait malgré tout d'autres éléments qualitatifs dans le bâtiment, soit le confort intérieur, soit l'aspect esthétique des bâtiments. Alors ça me conduit à me féliciter de l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui de la réglementation, qui s'oriente vers quelque chose de moins normatif et de plus expérimental, je dirais. Et c'est un bien qu'on ait pu assister à la présentation d'Energy Sprong, qui nous propose finalement quelque chose, une solution beaucoup plus complète du point de vue de l'analyse du problème. Donc je tenais à souligner ce point, mais j'ai une petite question quand même envers Sébastien Delpont, c'est de savoir comment on attribue les marchés dans le cadre des marchés publics finalement, parce que la solution Energy Sprong, elle me paraît quand même être une solution fermée et pas forcément très ouverte. La façon dont c'est attribué, en tout cas, ces marchés, c'est la façon la plus classique possible. C'est le cadre des marchés publics dans le cadre de marchés globaux de performance. Donc, dans cette cadre de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc, on a un groupement d'entreprises avec un architecte, un bureau d'études, une entreprise générale ou bien différents lots, mais simplement dans une logique où contre-régulation sur coût global, sur le temps long, temps de la garantie, 25 à 30 ans, sur ce niveau de performance. Donc voilà, ce cadre, en tout cas, c'est le cadre des marchés publics. Et donc, il y a une mise en concurrence de différents acteurs. Et puis, le groupement choisi par le bailleur social comme lauréat du marché exécute la mise en œuvre des marchés. Aujourd'hui, nous, on ne répond pas. Nous, on accompagne, on est facilitateurs sur la mise en place de ces marchés. Donc, en gros, il y a plein d'entreprises qui répondent. Je veux dire, le premier marché, il y a eu 5 groupements d'entreprises qui ont été candidats. Le deuxième marché a été remporté par un autre groupement d'entreprises que le premier. Le troisième a été remporté par un autre groupement d'entreprises que le deuxième. Donc là, il y a plein de groupements distincts d'entreprises qui répondent à ces marchés. Non, c'est le maître d'ouvrage. Sébastien, je crois que on l'a vu l'autre fois déjà en réunion, faut être clair, en aucun cas Greenflex n'est prestataire ni du maître d'ouvrage ni porteur de solution. Greenflex est un facilitateur qui est… Nous, on est payé à 100% par la puissance publique. Qui est payé à 100% par la puissance publique pour développer un modèle. Donc, il est au service gratuitement des maîtres d'ouvrage et de tous les autres acteurs. Donc, les maîtres d'ouvrage ont un projet et ils font un cahier des charges et ils lancent une consultation sur ce cahier des charges, qui n'est pas le même pour chacun d'ailleurs. On est sur énergie zéro, on est sur des grandes idées, mais elles peuvent évoluer. On l'a vu d'ailleurs sur le bâtiment collectif de Villeurbanne, enfin les bâtiments collectifs, où ils ne sont pas tout à fait sur le même modèle énergétique. Il y a un autre point. Alors les marchés, les bailleurs sociaux sont soumis à des marchés publics. Ils ne sont plus soumis, on le rappelle, au titre 2 de la loi MOP, au point de vue mais ça joue beaucoup pour le 9, du point de vue du séquençage des phases.
Et le troisième point, c'est qu'il y a toujours des possibilités dans ces marchés publics de travailler sur l'innovation d'une autre manière. Ce qui est d'ailleurs le cas à Villeurbanne. On peut attribuer des marchés autrement. Alors je vous renvoie au texte que je ne vous citerai pas ici, mais je les ai vérifiés l'autre jour. Et je les ai, ils sont à disposition de tout le monde. C'est des textes de loi sur le marché. Ils concernent les collectivités aussi. Sur l'innovation, il est possible de faire autrement, et notamment quand il y a de la recherche associée. Oui, je voudrais juste préciser en tant que bailleur, donc pour Veolia, Greenflex a juste été un coordinateur pour un projet européen. Et nous, après, donc Energy Sprong, c'est une méthode, une vision, un concept qui a été développé en Hollande. Et nous, après, en tant que bailleur, on écrit nous-mêmes notre programme. On passe par un appel d'offres, on est passé par un dialogue compétitif. Greenflex n'a pas du tout participé à l'évaluation des offres ou quoi que ce soit. On n'a aucun contrat avec. Donc eux, ils ont juste transporté en fait une vision, un concept qui avait été développé en Hollande. Et, voilà. Et après, chaque bailleur en fait ce qu'il veut. Et c'est plutôt l'USH après qui coordonne ça et qui donne son avis ou qui voit comment c'est possible de le faire ou pas, quoi. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Ah, c'est bon. Allez-y. Bonjour, je suis Bertrand Chauvet, je suis délégué régional d'une structure qui s'appelle l'Agence Qualité Construction. Je suis délégué régional à Strasbourg. Ma question portait là aussi sur Energy Sprong. On a commencé à en parler à la pause, mais on voit qu'on est confronté à des problématiques qui sont des problématiques de préfabrication. Et on sait qu'en France, c'est pas forcément, du point de vue culturel, du point de vue du bâti, c'est pas forcément un savoir-faire que les Français ont. Donc comment est-ce que vous avez travaillé plus particulièrement ce sujet, sachant que moi j'ai pu constater par exemple sur de la construction bois, où on a également ces enjeux de préfabrication, j'ai pu constater que la préfabrication était souvent compliquée tant du point de vue logistique que du point de vue de la précision. L'ambition est bien en tout cas d'avoir des travaux rapides, et donc c'est compliqué d'avoir des travaux rapides sans préfabrication. Après, il n'y a pas de méthode magique, c'est pas parce qu'on préfabrique que soudainement toute la qualité est parfaite du premier coup. Il y a beaucoup de choses à expérimenter, à travailler, donc il y a bien une exigence de qualité qui est là. Donc le travail qu'on mène, c'est aussi de faire du partage de bonnes pratiques, de faire des rencontres entre les professionnels français et hollandais, voir comment eux ont réussi cette transition, et puis d'accompagner, d'être ce relais en tout cas des préoccupations des maîtres d'ouvrage, et en lien avec tous les acteurs dont l'agence qualité construction sera ravie de travailler sur ces dimensions. Donc il n'y a pas une solution magique, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des retours d'expérience, y compris des mauvaises pratiques qui ont pu exister sur un centre d'opération, en neuf ou en rénovation, hein. Mais l'idée c'est comment en tout cas par ce type d'approche améliorer la qualité, et cette qualité des rénovations est un point essentiel. Je laisse Fabien laisser rapporter. Alors donc sur deux marchés qu'on a attribués à chaque fois, nous, pour garantir un peu ce système industriel, c'est qu'on a mis dans les candidatures en fait, au niveau du groupement l'obligation d'avoir un industriel et avec une analyse de ses compétences, en fait, de son expérience, de ses compétences, au même titre que l'entreprise tout corps d'État, c'est quelque chose d'important. Et aussi ce qu'on a mis et qui a surpris beaucoup de personnes, c'est une compétence externalisation, internalisation au niveau du groupement, de tout ce qui est captation d'informations numériques, traitement numérique 3D du bâtiment pour pouvoir augmenter la performance et utiliser les outils numériques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis vraiment dans notre marché, qui était une compétence, et on a rejeté des groupements parce qu'ils n'avaient pas ces compétences. Les industriels, pour nous, faisaient pas du tout des niveaux de performance. Il y avait des outils industriels pour faire du BBC rénovation, mais on s'est dit, ils n'ont pas d'outils industriels pour faire plus d'épaisseur d'isolant. Donc après, ça a posé des problèmes quand même peut-être structuraux. Et puis, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout répondu avec des outils numériques. On a dit, c'est pas une preuve suffisante pour nous pour arriver à un bon niveau de performance. Donc ça, on le gère au niveau des candidatures du groupement. Et donc il y a deux dernières questions, monsieur. Voilà, donc ma question concerne monsieur Dominique Cottineau, Promotelec. Quelle est la seule énergie actuelle qui ne dépasse pas 70 grammes de carbone au kilowattheure? La notion des énergies en elle-même n'est pas forcément la question, c'est l'utilisation que l'on va en faire. Et l'utilisation que l'on va en faire au travers des consommations, c'est de faire en sorte qu'in fine, elle puisse être une consommation globale qui soit bas carbone. Il n'y a pas une énergie en tant que telle, il y a des énergies qui sont moins carbonées que d'autres. Il y a des chiffres officiels qui sont là pour le démontrer. Mais c'est ce mix et ce que l'on va en faire qui fait qu'à la fin, on aura une réponse bas carbone. Donc, ma question était en fait parce que c'est Promotelec
Et l'électricité dans le bâtiment, c'est quelque chose qui sera toujours abandonné pour la suite. Donc. Parce que moi, j'ai construit donc des bâtiments, des logements sociaux, pas mal, en énergie électrique, du temps de la crise, il y a très longtemps, isolés par l'extérieur, en chauffage électrique, avec des calculs de BBO qu'on faisait il y a très longtemps. Et je voulais savoir si c'est quelque chose qui va être abandonné, repris, voilà. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on est sur un acte de rénovation, effectivement, s'il y a un changement d'une énergie décarbonée vers une énergie carbonée, et parfois ce sont même des réseaux de chaleur ou des chaufferies obsolètes qui étaient plutôt décarbonés, qui passent vers du carboné, c'était des solutions électriques qui étaient décarbonées, qui passent vers des solutions carbonées en phase d'exploitation. Le but est que, in fine, ce soit bas carbone, donc et on le sait tous, le coefficient de transformation énergie finale, énergie primaire, puisque le calcul se fait en énergie primaire, c'est ce qui permet parfois d'atteindre un bon résultat énergétique sur le papier et une dégradation du poids carbone. C'est de se dire aujourd'hui, si on raisonne toujours en énergie primaire, eh bien il faudra que si on est sur une solution carbonée, on soit beaucoup moins énergivore pour atteindre un niveau carbone qui soit intéressant. Que si on est sur une énergie, notamment une énergie électrique, eh bien on sera confronté à une faible consommation d'énergie puisque la transformation et la prise en compte de l'énergie primaire fera qu'on devrait être bas en consommation d'énergie pour atteindre les objectifs énergie. On sera de facto bas en émissions carbone. Oui, quand on parle du parc, enfin nous, je pense que l'enjeu, il est quand même sur le parc existant, quel que soit le recours à l'énergie. Si on ne consomme pas d'énergie, elle n'émet pas de carbone, même l'énergie la plus carbonée. Donc l'enjeu, il est sur le parc existant. Et la question, c'est une question que moi je pose volontiers à mes gens qui sont sur la scène, ici, c'est quand on a 55% de logements au gaz, au niveau national, il y en a moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et sans compter qu'en réseau de chaleur, il y a encore du gaz, mais c'est plus facile de le faire muter. Comment on peut imaginer demain, alors on aura, on dit la PPE, elle est un peu ambiguë sur l'histoire du verdissement du gaz. Donc quelle projection on peut se faire demain s'il y a moins de gaz, comment on fait buter les immeubles, autrement dit, les immeubles existants. Hein. J'ai bien entendu, sur le neuf, c'est bien d'imaginer plein de choses. Et quelle est la vision de gens qui promeuvent l'électricité par rapport à ça? Est-ce qu'il va falloir débrancher des immeubles du gaz dans 15 ans avec les conséquences d'investissement que ça représente? Alors, la chose qui est claire, c'est que l'on promeut les solutions bas carbone. Le choix énergétique directement ne relève pas de notre fait, bien entendu. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la boucle d'eau chaude reste quelque chose qui peut être chauffé de multiples solutions, au travers de multiples solutions. Et c'est effectivement ce qui permet aussi d'assurer une forme de réversibilité dans le choix de la solution lorsque le bâtiment en est équipé. Et lorsque le bâtiment n'en est pas équipé, eh bien, c'est de trouver la bonne solution pourvu qu'elle soit, à notre sens, bas carbone et surtout qu'elle émette moins de CO2 après les travaux qu'avant. Oui, mais ça, bon, c'est un fantasme électricien, en fait, c'est assez rare, quoi. J'avais une dernière question, donc apparemment. Éric Toulouse, je suis maître d'œuvre dans le sud-ouest. Par rapport on a eu à Bordeaux récemment une tour en bois, un R+7 qui a été construit. Et en fait, ils ont supprimé la VMC et ils ont décidé de passer par un rafraîchissement naturel, par un système de cheminée en fait. Est-ce que ça, comme on parle beaucoup de systèmes, d'équipements et d'entretien derrière, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller vers des choses qui nécessitent peu de maintenance, peu de technologie? Et il y a eu des exemples, alors je n'ai pas réussi à retrouver, mais je crois que c'est en Afrique, ils ont réussi à faire un immense centre commercial, centre de bureau avec 55 degrés extérieur, 20 degrés à l'intérieur, en s'inspirant des principes de cheminée des termitières locales. Donc est-ce que ça, c'est une voie qui est exploitée de réduire un peu cette technologie, ce tout système dans le logement social? Alors au-delà du logement social, ce que vous dites, parce que ça peut avoir de la complexité aussi en termes de mise en œuvre, et c'est pas nécessairement facile à régler tout ça. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On cherche aussi, dans certains cas, à simplifier des solutions pour être en capacité de mieux les exploiter. Donc c'est potentiellement un peu ce que vous dites derrière ça. Après, aller mettre des cheminées en rafraîchissement naturel sur de la rénovation, je pense que ça va être un peu compliqué vis-à-vis de ça.
Donc c'est plus peut-être des solutions pour le neuf potentiellement que pour de la réno. Donc je pense que la simplification, tout ça, on a parlé de la boucle à eau chaude qui a le mérite de pouvoir accueillir l'innovation de demain. Je pense que cette partie-là, elle est extrêmement importante. Donc on a effectivement le verdissement du gaz, je pense, qui est un enjeu important pour l'ensemble de la filière, et la possibilité de pouvoir peut-être petit à petit hybrider les solutions dans le social, qui encore une fois peut-être n'amèneront pas peut-être autant de ruptures que ce qu'on disait sur Energisprong tout à l'heure, mais au moins d'apporter ce qui était dit aussi en ouverture, le moindre euro est le bienvenu dans l'ensemble de ce qui peut se passer sur le marché. Bien, merci. On peut vous applaudir.